Nous avons le plaisir de recevoir Dina Hussein, cofondatrice de Inclusion Jeunesse et qui croit fortement que l'engagement crée un impact personnel et collectif. Merci Dina Hussein d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et bonjour à tous. Ça fait plaisir. Je dois dire que j'ai regardé votre biographie. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, moi, je vais vous laisser le soin de vous présenter aux amis de Néo-Québec. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Dina Husseini. Je viens de Montréal, de Codénèche. Je suis d'origine libanaise et je suis musulmane aussi. Donc, j'ai fait un bac et une maîtrise en sciences politiques. Puis, je m'intéressais aux questions d'inclusion, de lutte au racisme et de lutte à la pauvreté, puisque j'ai pris mes expériences pour les mettre aussi dans la théorie. Au cours de mes études, j'ai travaillé au ministère de l'Immigration du Québec et de la diversité, donc pour tout ce qui touche les programmes et politiques en immigration, en inclusion. Ensuite de ça, j'ai voulu changer de parcours à la fin de ma maîtrise pour travailler en politique, puis mieux comprendre comment l'appareil politique fonctionne sur les dossiers d'immigration, de lutte au racisme, de la question des réfugiés, de la question de l'exclusion sociale. Donc, j'ai eu le privilège de travailler au sein du cabinet du ministre de l'Immigration fédéral, l'honorable Monsieur Ahmed Hussein, ministre de l'Immigration. J'ai travaillé là pendant 6 ou 7 mois environ sur des questions de communication, gestion de cas d'immigration. Donc, j'ai un petit peu découvert comment le travail à Ottawa se fait sur les dossiers d'immigration. Donc, c'est un vrai privilège quand même de se retrouver du jour au lendemain dans un cabinet ministériel. Ensuite de ça, je voulais revenir à Montréal. Donc, j'ai travaillé un petit peu en politique municipale. Sur les dossiers d'inclusion aussi, mais c'était pas là où je me situais. Je suis quand même assez jeune. Bon, ça se voit pas à cause de mes expériences, mais je suis quand même très, très jeune. J'ai pas de jeune à le dire, j'ai 26 ans maintenant. Je voulais trouver ma place, puis je l'ai trouvée en ce moment dans le communautaire. Donc, en ce moment, je suis organisatrice communautaire dans mon quartier, donc là où je suis née, où j'ai vécu. Donc, c'est à Côte-des-Neiges, la CDC de Côte-des-Neiges. Donc, je travaille sur les dossiers d'inclusion et de vivre ensemble avec le comité de concertation interculturelle. On travaille sur des projets pour améliorer les conditions de vie de la population de Côte-des-Neiges, qui est quand même une population racisée, immigrante, parfois allophone, parfois issue des milieux défavorisés. Donc, c'est ça. Je redonne à mon quartier. Travailler à Côte-des-Neiges. Ouais, merci. Au CELO, centre communautaire. Ouais, c'est ça. Puis, je suis aussi cofondatrice d'Inclusion Jeunesse avec 3 autres amis qui a pour objectif de démystifier les enjeux d'inclusion, de donner la voix pour et par les jeunes sur ces questions-ci et en même temps d'offrir des outils et des services à des organismes qui veulent améliorer leurs espaces pour les rendre plus accessibles et inclusifs. Donc, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Quand On aime ça, l'engagement. Quand vous dites que vous avez travaillé au cabinet du ministre de l'Immigration fédérale, est-ce que vous avez compris la politique de l'immigration? Je pense pas qu'on peut comprendre à 100% en 6 ou 7 mois. C'est quand même un dossier très complexe, quand même assez intéressant aussi. Mais j'ai quand même compris à quel point c'est difficile en politique de faire avancer les choses quand il y a des appareils bureaucratiques qui existent et tout. Mais oui, ça m'a compris dans un certain sens de découvrir différentes questions sur l'immigration, différentes perspectives de l'immigration, puis différentes trajectoires, parce que souvent on parle les médias parlent d'une seule catégorie d'immigration, légale ou illégale, mais il y a beaucoup de complexité dans tout ce qui touche l'immigration. Donc, j'ai quand même compris. Puis j'ai découvert aussi le politique à ce niveau. Ça, c'est bien de faire la part des choses. Hein? Ouais. Puis là, je vois que vous militez pour la reconnaissance des minorités et des enjeux par rapport à l'équité. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on lutte pour la reconnaissance des minorités? C'est qui les minorités déjà? Les minorités, ça varie. Donc, moi, je travaille beaucoup sur les questions des minorités racisées, donc tout ce qui est
entre guillemets, ethniques, les personnes qui proviennent des milieux d'immigration, mais il y a des minorités, par exemple, les personnes à mobilité réduite, les personnes LGBTQ, les personnes qui ont des différentes barrières, les minorités religieuses qui sont en ce moment souvent discriminées par la loi 21. S'ils portent un symbole religieux. Pour moi, les minorités ne sont pas des personnes a priori vulnérables, mais le système, les institutions les excluent. Donc, elles deviennent pour moi des minorités parce que démographiquement, de base, elles sont moindres, mais aussi les institutions ne sont pas encore assez adaptées pour répondre à leurs besoins, répondre à la nouvelle réalité, dans le sens où, par exemple, Montréal, il y a une très grande présence de minorités, mais pourtant, on n'est pas assez représenté dans la fonction publique. Ça, c'est un problème pour moi parce qu'on n'arrive pas à répondre à leurs conditions. On n'arrive pas à créer des politiques et des programmes assez adaptés qui font en sorte qu'ils existent pour... en fait, ça explique pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à bien gérer notre société, dans le sens où pourquoi il y a de la pauvreté à Côte-des-Neiges et à Montréal-Nord. C'est parce que ceux qui travaillent dans les milieux institutionnels ne comprennent pas la réalité de ces personnes-ci parce qu'ils ne sont pas représentés dans les institutions, par exemple. Donc, ils ont moins de volonté à travailler pour ces personnes-ci. C'est un peu pour ça que des émissions comme Conversation d'impact existent. Ouais. Comment est-ce que dans un ministère, on arrive à prendre des décisions sans vraiment être impliqué dans la société, puis sans avoir des représentations même de ces peuples-là au sein des ministères, des gouvernements, des hautes fonctions publiques? C'est difficile à visualiser. Ouais, pour ma part, dans mes différentes expériences, on a toujours concerté les organismes, les personnes militantes qui travaillent dans ces milieux-ci et tout. Après, je pense qu'il faudrait encore plus créer des espaces. Là, en ce moment, on est dans tout ce qui touche la politique municipale montréalaise avec le rapport de l'OCPM par exemple, sur la consultation sur le racisme et la discrimination. Mais il y a des tables qui existent, il y a le Conseil interculturel de Montréal qui existe, qui crée des recommandations. À ce moment-ci, là, il y a des recommandations qui existent, mais c'est la volonté du politique qui doit prendre ces recommandations-là et créer l'impact positif. Donc, il suffit juste maintenant de volonté pour créer ces impacts-ci. Parce que je suis sûre et certaine que ce soit la politique municipale, provinciale ou fédérale, ces gens-là consultent. Ils font pas des projets comme ça. Il y a toujours une consultation qui se fait, de mon avis, avec des groupes communautaires qui représentent un petit peu leur idéologie. Mais comment se fait-il que, je suis très bien consciente qu'il y a des consultations, il y a des tables de concertation dans les quartiers, mais comment se fait-il que, mais avec ça, on n'arrive pas à une certaine équité? On ne parle même pas de justice, on parle d'un minimum d'équité, à reconnaître ces minorités dans leur diversité. Ouais, ça c'est la grosse question. Moi-même, je me pose toujours cette question, mais pourquoi on n'est pas encore arrivé à ce stade-ci où on est inclus, on est des Québécois à part entière, dans le sens où on ne va pas me traiter, par exemple, de personne racisée encore. Oui, je suis fière d'avoir cette identité-ci, mais je veux aussi me sentir québécoise. Je pense que c'est une question de volonté politique. Je pense que ça arrive là. On est en train de bouillir dans la positivité, dans le sens où on est prêt à maintenant se présenter en politique, on est prêt à occuper des postes de direction, on est prêt à parler, occuper l'espace. Et je pense que il faut plus avoir peur, puis juste oser aller dans ces espaces, en parler, puis prendre la place dans le sens où si on veut faire du mouvement, faut que nous aussi, on se sente représentés, puis qu'on fasse des choses pour notre communauté. Donc, j'ai pas de réponse spécifique à ça, mais moi, c'est dans cette perspective que je vois les choses, c'est prendre la place pour faire en sorte que les gens comme nous puissent être intégrés puis inclus à part entière. Je comprends la complexité du sujet d'immigration. Ouais. L'autre chose, c'est que vous luttez aussi contre les discriminations. En ce moment, on est, quand on écoute les nouvelles, le journal, tout et tout, on dirait qu'on n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui est discrimination et ce qui est discrimination raciale, ce qui est racisme systémique, ce qui est racisme. On dirait qu'on est dans un melting pot.
Ouais. Comment vous arrivez à... Non, parce que non seulement vous, vous militez pour la reconnaissance des minorités, puis en même temps, vous luttez contre la discrimination. Donc, Ouais. comment est-ce que vous arrivez à faire la part des choses dans ces deux-là? Ouais. Euh, pour moi, le fait de ne pas se faire reconnaître, déjà, c'est une forme de discrimination dans le sens où on ne reconnaît pas l'existence d'une personne à travers ses identités, ses obstacles, ses luttes. Donc, déjà, pour être reconnu comme minorité, il faut reconnaître les obstacles systémiques qui existent. Euh, donc, puis pour moi, la lutte à la discrimination, c'est tout d'abord une lutte pour une meilleure éducation inclusive qui reconnaît, par exemple, l'histoire qui s'est faite, par exemple, l'histoire génocidaire qui s'est faite pour les Autochtones, et à travers de là, reconnaître le fait que les injustices existent, puis font en sorte que aujourd'hui, on comprend les barrières, fait en sorte qu'il y a une amélioration de l'inclusion des minorités dans la société. Tout comme la question des détentions, par exemple, des migrants dans différentes prisons migratoires, ben, les reconnaître, comprendre l'historique des prisons, pourquoi elles existent, ça nous permet d'améliorer puis comprendre comment faire face à ces discriminations, à ces injustices systémiques et de là trouver des solutions qui répondent en partie aux problèmes. Pour moi, là, ouais, oui, En même temps, ça fait longtemps qu'on lutte pour les mêmes causes. Hein. On est en c'est ça. 2020. On ne pensait pas qu'on aurait ces discussions aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que ce qu'on fait depuis longtemps, ça ne fonctionne pas? Ou est-ce qu'on le fait mal? Mais comment on y arrive? Est-ce qu'on va y arriver un jour? Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui se fait mal. Je pense qu'il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître ou comprendre que certaines solutions existent parce qu'ils ont des intérêts, dans le sens où tout est tellement interconnecté que parfois certaines solutions font en sorte qu'elles ne peuvent pas être appuyées par certains politiciens parce qu'elles engendrent un autre problème ou fait en sorte que ben, ça crée au niveau, je sais pas, bureaucratique, une lourdeur. Donc, pour moi, c'est vraiment une question politique dans le sens où idéologiquement ou au niveau de la volonté, il n'y a pas des changements qui veulent être faits à ce niveau-ci parce qu'on les voit comme des personnes moindres, dans le sens où, par exemple, je donne, moi, ça, c'est ma perspective des choses, c'est que dans notre imaginaire, on se crée une histoire. Et de là, par exemple, par exemple, le fait que des personnes vivent dans cette stigmatisation, dans cette exclusion systématique, on a normalisé le fait que c'est normal qu'ils vivent dans cette exclusion, c'est normal qu'ils vont vivre de la pauvreté, de la ségrégation spatiale, même de la pauvreté, de la violence psychologique, physique et tout. Donc, même le politique se fait un imaginaire qui fait en sorte qu'il se dit peut-être, je donne juste des a priori, donc ce n'est pas des postulats, des vrais postulats, mais je me dis peut-être que, que trouver une solution pour ces personnes-ci n'est pas si intéressant que de trouver, par exemple, des solutions pour les petites entreprises qui, elles, contribuent au niveau économique, à la prospérité d'une ville, d'une province ou d'un pays. Comme on se voit en ce moment, ben, par exemple, les personnes sous le programme d'aide sociale ne sont pas entendues, ni écoutées, ni aidées par les gouvernements, alors que c'est elles qui souffrent le plus de la crise sanitaire. Mais le fait qu'elles sont, par exemple, dans un imaginaire où elles ne servent pas à la société puisqu'elles ne contribuent pas, ben, on ne va pas les aider. Comparativement aux PME qui, elles, contribuent économiquement à la société et à la prospérité, ben, là, on va leur donner un certain montant d'argent pour les aider, alors que celles qui souffrent le plus, ben, c'est les personnes qui sont sous ces programmes d'aide ou ces personnes qui sont vulnérables, parfois racisées, parfois immigrantes sans statut ou avec statut. C'est ça. Mais finalement, on voit que tout ça, ça se regroupe. Parce Ouais. qu'on parle de reconnaissance des minorités, enjeu de l'équité, en même temps, on parle de discrimination systémique. Donc, là, on a l'impression que tout est, tout est mélangé. Tout est mélangé. Je pense qu'il n'y a que les gens
qui ont fait la science politique ou qui ont travaillé même dans un gouvernement qui sont capables de faire la différence et de comprendre ce qui se passe. Mais les gens qui sont touchés, comme, voilà, comme les personnes sous assistance sociale, tout et tout, elles ne comprennent pas. On dirait qu'elles ont pris de place dans la société. Ou qu'elles sont là, on a l'impression qu'elles sont là pour gruger juste dans le budget. Ouais. Mais le truc, c'est que on a un statut de privilégié dans le sens où on sait utiliser les termes, on comprend on sait verbaliser les expériences, les théoriser même, mais les personnes qui ont, par exemple, des difficultés le savent aussi dans quelle position ils sont, mais ils n'ont pas les outils, ni les services, ni les informations pour savoir comment revendiquer leurs droits, comment faire en sorte de militer pour améliorer leurs conditions de vie, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas le temps, dans le sens où c'est une charge mentale. Le simple fait de sortir de la maison, ça peut être une charge mentale, ça peut être un engagement pour eux extrêmement violent, dans le sens où ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas le fait qu'ils sont perçus comme des personnes, souvent dans l'imaginaire des personnes, en tout cas ça c'est des choses que j'entends ou que je vois sur les réseaux sociaux, tu sais, ils disent c'est des personnes qui servent à rien, qui même sont moindres. C'est comme s'ils n'appartenaient pas à la société, ils ne contribuaient pas à la société, alors que peut-être que oui, parfois c'est des femmes monoparentales, parfois c'est des mamans qui ont des difficultés. Tu sais, donc, pour moi, il y a une éducation inclusive à faire, puis c'est en intégrant ces personnes-là dans les composantes de l'éducation. Donc, mieux comprendre c'est quoi la situation des Autochtones. La question de l'immigration, on entend très peu ça dans les cours d'histoire, dans les cours de monde contemporain, dans les écoles secondaires, comme dans les écoles au cégep puis à l'université. Moi, j'en ai pas entendu parler. Même en sciences politiques à l'Université de Montréal, où j'ai fait mes études, ben, j'ai pas eu de cours sur l'immigration ou sur les populations racisées, même pas sur le féminisme. C'était des enjeux sur la violence politique, mais on n'a jamais parlé de violence politique ici même sur les questions de pauvreté et les questions de discrimination, de racisme systémique. C'était pas des choses qu'on entendait. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'en parler de prime abord, puis ensuite de ça, de trouver faire des recommandations auprès de différentes institutions. C'est pas seulement le politique qui va régler la solution. Je pense que c'est le secteur de l'éducation, les secteurs des organismes communautaires. On néglige, les organismes communautaires sont souvent des militants, des personnes qui veulent améliorer les conditions de vie, mais dans tout le système, il y a toujours des personnes qui sont plus qui ont peur de parler de ces questions-ci, qui ont peur de parler de lutte au racisme, de discrimination, parce que ça ne fait pas partie de leur vocabulaire ou parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés à ces questions-ci, parce qu'ils ne proviennent pas de ces milieux-ci. Donc, c'est rendre accessible l'information, puis de faire en sorte que, même moi, par exemple, j'ai peut-être plus d'expérience, plus de connaissances à ce niveau-ci, mais c'est pas tout le monde qui a toutes ces connaissances, puis c'est pas tout le monde qui comprend le racisme, la discrimination. Donc, c'est d'en parler de différentes perspectives et de faire en sorte que les gens vont comprendre pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de faire des solutions coercitives, non pas seulement au niveau symbolique, mais vraiment au niveau de la coercition, punir les institutions qui veulent pas être représentatives de la société, par exemple. Donc, je comprends tout à fait parce que là, déjà, on voit que le mot systémique pose problème. Ouais. Donc, où on accepte le racisme, la discrimination, mais le mot systémique, on dirait que, voilà, on ne veut pas l'accepter, il est présent, il n'est pas présent. Donc, déjà, la définition du mot pose problème. Ça fait peur, ouais. Là, on va parler de ton implication au sein de Inclusion Jeunesse. Oui. Tu es cofondatrice de Inclusion Jeunesse. Pourquoi avoir créé Inclusion Jeunesse? En fait, on est 4 personnes qui proviennent des engagements jeunesse. En fait, on a tous fait des simulations jeunesse comme le Parlement jeunesse du Québec, le Jeune Conseil de Montréal ou des simulations à l'international où on s'est engagé dans différents milieux jeunesse. Puis on a toujours trouvé que la question de la représentativité des minorités était comme quelque chose où on en discutait, mais il n'y avait rien de mis sur papier. Il n'y avait pas aussi beaucoup de représentativité des minorités. Donc, on parle d'inclusion jeunesse pour parler de ces tabous, pour discuter de ces problématiques ici qui existent
au sein même des organismes jeunesse qui se prétendent inclusifs, qui sont inclusifs, qui veulent être inclusifs, mais que dans les faits, ben, par exemple, il n'y a pas de minorités racisées au sein de la hiérarchie pyramidale, ou que ça fait plusieurs années que des minorités racisées essayent d'upgrade dans ces institutions-ci, mais elles arrivent toujours à un plafond de verre, dans le sens où elles ne peuvent pas décrocher des titres ou des postes honorifiques avec beaucoup de charges de travail à l'année. Donc, c'est toujours bénévole, mais en même temps, on retrouve les mêmes problématiques qui existent dans les institutions ou dans la société en général. Donc, nous, on a décidé de s'allier ensemble pour créer des espaces qui permettent d'aborder ces questions-ci à travers des événements, la création d'un fascicule de pistes d'action et en même temps en donnant des formations aujourd'hui à des organismes qui veulent améliorer la représentativité dans leur CA, faire un peu de la gestion d'audit pour en parler puis améliorer ces espaces. Si je comprends bien, vous ne vous adressez pas directement à la population, mais vous travaillez avec des organismes communautaires, c'est ça? Au début, on voulait faire des événements. En fait, on fait des événements pour toute la société, des activités pour toute la société, donc toute la population qui s'intéresse sur ces dossiers-ci. Puis en même temps, on a décidé d'offrir des services à des organismes pour leur permettre d'améliorer leur organisme à ces niveaux-ci. Donc, par exemple, il y a 2 semaines de ça, on a fait une formation sur l'anti-oppression à un organisme qui s'intéressait à ces questions-ci parce qu'ils veulent rendre leur organisme plus représentatif et créer des espaces plus comme safe space pour toutes les formes de minorités, que ce soit LGBTQ, les personnes à mobilité réduite, les personnes qui croient à une religion, les minorités racisées, comme les personnes qui ont des barrières linguistiques, qui parlent peut-être anglais, mais pas français, ou qui ont des difficultés en français. Donc, c'est ça. Au début de votre présentation, vous avez parlé de votre religion. Ouais. Vous êtes musulmane de confession. C'est ça. Alors, avec tous les événements qu'on connaît récemment un peu dans le monde, avec les terroristes, tout ça, et ce qui s'est passé à la Mosquée de Québec aussi, comment est-ce que la religion musulmane est perçue autour de vous et puis dans les institutions? Moi, je me considère musulmane parce que j'ai grandi dans la culture arabo-musulmane aussi. Puis, j'ai l'impression qu'on nous encadre dans un certain cocon, dans une boîte fermée, dans le sens où on nous perçoit comme des personnes conservatrices, fermées d'esprit et tout. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la religion est hybride, dans le sens où chaque individualité le conçoit de sa manière. Donc, moi, je peux concevoir ma religion selon ma perception des choses, puis pratiquer selon ma perception des choses, chose qui n'est pas assez médiatisée dans les médias traditionnels, alors qu'il y a des personnes musulmanes qui en parlent. J'ai l'impression que on est très stigmatisé depuis plus de 20 ans. On est très mal compris comme communauté. Il y a pas assez, il y a beaucoup d'initiatives pour déconstruire les stéréotypes, mais il n'y a pas assez, il y a encore, comme on le voit dans les médias, il n'y a pas encore assez de compréhension de ce que c'est la religion, le religieux, la laïcité et la neutralité. Les gens ne comprennent pas c'est quoi tout ce qui touche le religieux, mais on en parle comme si on savait c'est quoi, on parle comme si on était des experts. Les chroniqueurs inventent des propos erronés sur le religieux. N'importe quelle religion aujourd'hui est discriminée. On le voit avec les juifs hassidiques qui ont été discriminés au début de la crise sanitaire. Moi, dans ma perspective aujourd'hui, c'est que le religieux est assez discriminé à cause de l'historique du Québec. Puis là, on le voit encore plus avec la loi 21 qui stigmatise, brime les droits et libertés. Il brime le droit économique parce qu'on ne permet plus aux femmes et aux religieuses de... C'est là où je voulais en venir parce que depuis un moment, on essaie de mettre toutes sortes de barrières aux religions, plein de lois. Ouais. Depuis la loi sur la laïcité, on est à la loi 21. Ça ne fonctionne pas vraiment parce que la population voit quelque chose. Ouais. Je pense que la population n'a vraiment pas de problème avec les religions. Tu ne m'aurais pas dit, je n'aurais pas su. C'est ça. Mais on dirait que les médias puis le gouvernement ont fait plus qu'il n'en faut.
Exactement. Puis il en parle beaucoup plus que ce qu'il y a démographiquement dans la société, dans le sens où on répond en fait à des besoins qui proviennent peut-être de l'extérieur de Montréal, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à ma connaissance, j'ai aucun problème avec une personne voilée. Ça m'a jamais influencé dans. J'ai eu des profs voilés. Écoutez, je suis musulmane, je suis pas voilée, ça se voit. Non, mais je ne vois pas en quoi c'est un problème. Mais bon, malheureusement, il faut toujours un bouc émissaire dans une société puis stigmatiser une population pour créer des politiques, créer des incitatifs de haine. Et ça s'est vu dans différentes sociétés. C'est comme si c'était un besoin pour créer une démocratie, trouver un bouc émissaire, je ne sais pas. Mais moi, à mon avis, il faut une société plus juste. Et une société plus juste, c'est reconnaître toutes les minorités, reconnaître la pluralité, défendre cette pluralité et faire en sorte de créer des incitatifs positifs, de discrimination positive pour, au lieu de stigmatiser, créer un vivre ensemble, dans le sens où chaque personne a une façon de voir les choses, les conceptions. Comme en fait dans la démocratie, le système parlementaire, il y a en ce moment le Parti libéral, la CAQ, ben, ils ont deux idéologies différentes, mais ils travaillent ensemble. Dans certains projets, ben, faut travailler aussi ensemble avec la population, dans le sens où, oui, il y a des religions, il y a des religieux, il y a des différences d'idéologie, il y a des différences de style vestimentaire, ben, faut travailler avec ces gens-là, sans les discriminer. Alors, notre petite conversation tire à sa fin. J'aurais pu vous écouter 2 heures, honnêtement. Alors, est-ce qu'il y a un mot que vous voulez dire aux jeunes, à la population, même au gouvernement, un message que vous voulez passer? Ben oui. Ben, avec tout ce qui se passe en ce moment, je veux dire à toutes les gens d'oser parler, d'occuper l'espace. Quand il y a une inégalité, il faut en parler. Même si elle est petite, il faut dénoncer les choses parce que dénoncer, c'est agir puis améliorer les affaires dans n'importe quelle institution, même si c'est dans notre milieu de travail ou même avec nos amis quand il y a un débat raciste ou discriminatoire. Donc, osez parler, occuper l'espace, puis n'ayez pas peur. Même moi, j'ai peur, mais ça fait peur de dénoncer, mais il faut quand on voit une injustice. Soyez braves. Donc, c'est ça. Beau message. Merci, Dina Hussein. C'était un plaisir de vous avoir avec la conversation d'impact. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.